avant de démarrer à proprement parler la présentation de GS1 et de ce que vous y faites et de ce que tu y fais, j'ai une question un peu plus personnelle, Stéphane. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi aujourd'hui tu en es là dans ton parcours, dans ta carrière? En fait, moi je suis ingénieur en système d'information, mais je crois que j'ai un profil un peu atypique parce que je suis une personne qui est très intéressée par toutes les sciences humaines, etc. Et donc, en fait, ça m'a toujours intéressé, moi, ce lien entre les infrastructures techniques et la façon dont ça influe sur le devenir des sociétés. Et donc, en fait, assez naturellement, j'ai trouvé cette place assez intéressante chez GS1, qui est une organisation mondiale qui produit du standard technique. Parce qu'on a des leviers qui sont systémiques. Voilà. Et puis comme je pense que j'ai un peu de créativité, l'innovation, c'était aussi assez adapté à mon profil. Évidemment, la période que nous vivons est une période pleine de pleine d'interrogations sur la manière de transiter. Donc moi, j'ai fait tout mon possible depuis assez longtemps pour développer des projets d'innovation qui touchent à la question de la performance environnementale. Et donc il y a quelques années, j'étais beaucoup impliqué sur des travaux sur la logistique et sur la façon de normer la logistique, là, sur la façon de trouver des mécanismes digitaux qui permettent de trouver des synergies entre les acteurs, c'est des logiques de mutualisation logistique, et qui permettent de trouver des moyens de mieux coordonner les différents acteurs. Et en fait, on a des marges de progrès abyssaux en termes de performance environnementale. Donc, un exemple, on a trouvé le fait que aujourd'hui, pour livrer les plateformes de la grande distribution, il faut passer par des plateformes pour prendre des rendez-vous. Et en fait, toutes ces plateformes sont cloisonnées les unes des autres, ce qui fait qu'en fait, tous ceux qui doivent livrer un ensemble de clients, de clients, doivent jongler entre plein de systèmes différents pour prendre des rendez-vous, donc un peu des rendez-vous à l'aveugle. Et ensuite, ils essayent d'optimiser, c'est-à-dire qu'ils essayent de voir combien de camions il faut envoyer pour livrer tous ces points de livraison avec tous ces créneaux horaires. Et donc, on s'est rendu compte que si jamais on avait la possibilité d'avoir des API universelles pour aller taper sur tous ces agendas numériques de la logistique, alors du coup, on pouvait introduire un nouveau levier d'optimisation qui est celui du temps, c'est-à-dire d'être capable de prendre des rendez-vous en cohérence les uns avec les autres pour combiner les activités dans le temps et que ça, c'était susceptible, à minima, d'enlever un camion sur quatre des routes. Voilà. Euh, voilà, donc c'est typiquement le genre d'activité que moi j'avais avant de m'intéresser en particulier à l'économie circulaire. Super, merci. Bah, on voit déjà à travers ce premier exemple comment les enjeux de traçabilité, de logistique sont centraux justement dans cette transition, notamment sur toutes les opérations logistiques. Donc merci pour ce premier aperçu. Et donc Stéphane, on t'a invité aujourd'hui à participer à un Lunch and Learn. Donc c'est des formats qu'on organise au sein de l'association La Fresque de l'économie circulaire pour inviter justement des grands témoins de ces transformations. Et donc, il nous semblait intéressant d'avoir votre point de vue, GS1, que tu vas nous présenter évidemment en tant que énorme producteur de standards. Peut-être certains d'entre vous ne savent pas encore qui est GS1, mais vous allez le découvrir, on manipule leurs outils et leurs produits tous les jours. Et donc Stéphane, je vais te laisser prendre la main et partager tes slides si tu veux nous introduire justement vos métiers peut-être historiques. Et puis surtout, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'évolution de ces métiers, de ces standards pour opérer et quelque part opérer le passage à l'échec de l'économie circulaire. Donc on est tout à ton écoute. Et puis vous le savez maintenant, le format des Lunch and Learn, ça va commencer par cette présentation et ce témoignage de Stéphane. Et puis après, on gardera un temps, à peu près 20 minutes, de questions ensemble. Ok, tu veux que je fasse une présentation qui dure combien de temps, du coup? Ah, idéalement 15 minutes, 15-20 minutes 15 minutes. max. Ok. Bon, j'ai recyclé une présentation que j'ai fait la semaine dernière à Bruxelles, donc elle est en anglais. Euh, bon, voilà, ça m'évitait de passer du temps à retraduire une présentation. Je pense que ça colle à peu près au brief que j'ai reçu de toi. Donc, il y a deux éléments que je voudrais introduire là, dans cette brève présentation. C'est pourquoi est-ce que
la transformation circulaire de l'économie, ben, ça, c'est un appel à ce qu'on construise des nouveaux standards. Et puis, un peu insister sur la dimension réemploi des emballages conso et le rôle qu'on y joue. Alors pour ceux qui pensent ne pas connaître GS1, vous vous trompez probablement parce que je pense que tout le monde a déjà vu ces codes barres qu'on trouve sur les produits de grande consommation à travers le monde. C'est un peu l'emblème des standards GS1. C'est un code à 13 chiffres qui s'appelle le GTIN, le Global Trade Item Number. Donc c'est une façon de donner une identité universelle à tous les produits à travers le monde. Donc toutes les entreprises ont la capacité de générer des codes comme ça à 13 chiffres pour désigner un produit. Et ça, c'est un peu la face immergée de l'iceberg. Les standards GS1, qui sont toujours des standards techniques, qui ont toujours à voir avec la question de l'interconnexion des systèmes d'information, bah, finalement forment une forme d'infrastructure technique qui vient du monde du commerce, qui s'est beaucoup disséminée dans plein de secteurs d'activité et qui vise à faire en sorte que qu'on aligne les référentiels sur les identités, donc les identités des lieux, les identités des produits, les identités des actifs circulants, etc. Et qu'on fluidifie en quelque sorte l'information, donc qu'elle transite facilement d'un acteur à un autre dans l'optique des supply chains. Donc on vient, nous, du monde de la supply chain, donc avec une vision linéaire, comme le nom l'indique. Et donc, un des enjeux pour GS1 depuis 2 ans, c'est de prendre le virage de l'économie circulaire et d'essayer de jouer le même rôle qu'on a joué dans le monde linéaire pour accélérer la transition vers le circulaire. Donc, on a trois grandes thématiques de travail. La première qui tourne autour de la durabilité de notre alimentation. La seconde qui vise à permettre d'allonger la durée de vie des produits. Et la troisième que je viens vous présenter aujourd'hui, ça tourne autour de la question des packaging, des emballages et de leur impact environnementaux. Comment est-ce qu'on peut créer, pardon, produire les standards pour voilà, diminuer l'impact environnemental des packaging. Donc voilà, quand GS1 parle de standards, ça désigne en général toujours des dispositifs techniques qui ont vocation à être ouverts, interopérables, si possible à bas coût, et donc qui sont destinés à la très grande échelle, à être généralisés. Donc notre métier à nous, c'est la très grande échelle, ce qui fait que on a beaucoup de tentatives qui sont avortées parce que c'est jamais facile de transformer les choses à très grande échelle. Mais donc quand ça marche, ça a un impact maximum. Donc depuis 1 an et demi, on a créé une initiative qui s'appelle Impact, euh, qui vise à produire les standards essentiels à la réduction de l'impact environnemental des emballages. Et on s'est rendu compte que cette question du standard était clé dans un certain nombre de domaines. Et donc, on a structuré une initiative avec plusieurs axes de travail. Ils sont mentionnés sur ce slide. C'est impossible pour moi en si peu de temps de rentrer et donner de l'intelligibilité à tout ça, mais disons que je vais utiliser l'exemple 3 et l'exemple 4 pour démarrer, et puis je rentrerai un peu plus dans le détail du 2 autour du réemploi des emballages domestiques. Alors voilà un exemple de ce qu'on essaye de faire. On essaye d'introduire un standard de boîte logistique pour permettre sa généralisation. Vous savez qu'en France, on est un peu dans une situation particulière par rapport au reste de l'Europe, c'est qu'on a des objectifs de réemploi qui sont non discriminants, qui s'adressent à tous les packaging, dont les emballages pro et les emballages logistiques. Donc on a un enjeu à passer du côté du réemploi, y compris pour la logistique. Et la logistique, c'est pas un monde comme un autre parce que les boîtes des uns et les boîtes des autres ont vocation à se mélanger. Et donc, on a besoin de compatibilité. On a besoin que ce qui émerge demain, ce soit quelque chose de cohérent qui puisse être utilisé par tous et apporter un maximum d'efficacité. Donc, on a lancé une initiative européenne qui s'appelle la GS1 Smart Box. On a un véhicule sous la forme d'un consortium européen qui démarre dans les semaines à venir avec une multitude d'acteurs à travers l'Europe. Euh, et pourquoi est-ce que c'est important, cette boîte, et pourquoi moi je pense que c'est probablement notre principal levier pour créer de la performance environnementale? Bon, ben d'abord parce que si on n'a pas de standard de boîte, on aura du mal à remplacer tous les emballages à usage unique de la logistique, et Dieu sait s'il y en a, et Dieu sait si les volumes sont très conséquents, hein, parce que les emballages pro, en termes de volume de déchets, c'est beaucoup plus que les emballages domestiques.
Donc, ce que je disais, c'est que s'il n'y a pas d'harmonisation, l'harmonisation, c'est vraiment la précondition pour pouvoir faire du réemploi en logistique, sauf évidemment dans les environnements internes, les environnements fermés, ou les environnements où il y a un donneur d'ordre qui impose sa solution à son écosystème, ce qui a été le cas, par exemple, dans le monde des fruits et légumes, où les distributeurs, depuis une décennie et demie maintenant, ont à peu près généralisé les bacs, mais de façon unilatérale, et ça n'a pas été sans poser de problème. Donc là, on veut de la collaboration et on veut une solution commune. C'est important aussi du point de vue de la logistique, pour décarboner la logistique. Le fait de mettre des produits dans des boîtes, ça permet d'avoir des meilleures, bien meilleures possibilités de saturation des moyens de transport. Donc en fait, si on veut mettre moins de camions sur les routes, il faut mieux les remplir. Les boîtes, c'est des palettes qui peuvent être stackées, qui peuvent être plus hautes, qui peuvent vraiment saturer les moyens de transport et donc économiser 15-20% de camions. C'est aussi une précondition pour généraliser les méthodes de mutualisation logistique, le fait de combiner des flux multi-acteurs pour remplir les camions. Donc vraiment, du point de vue de la logistique, pour des logiques de mutualisation, pour des logiques d'automatisation, le fait que la marchandise prenne des formes standards, c'est hyper important. Euh, et en quelque sorte, la cerise sur le gâteau, c'est la découverte, parce que personne s'y attendait vraiment. En fait, on s'est rendu compte que c'est tout bête, mais les produits, on les met dans les boîtes. Ça veut dire que les produits, on leur extrait en quelque sorte les contraintes physiques que faisait peser sur eux la logistique. Les produits, ça se retrouve sur des palettes, donc les produits qui sont au fond des palettes doivent supporter le poids des produits qui sont au-dessus. Et ça veut dire que pour faire un packaging qui résiste à ça, eh ben, il faut mettre beaucoup plus de matière que si on enlevait cette contrainte. Donc avec des boîtes standards, on a des produits qui supportent plus le poids des autres produits. Et donc c'est des packagings qui massivement peuvent être déplastifiés pour un certain nombre de catégories de produits. Donc de passer des emballages plastiques rigides à du carton. Et dans un certain nombre de produits, on restera sur du plastique, mais on sera probablement capable de l'alléger, ce packaging, de façon très significative. Donc on pense que quand on cherche des solutions de déplastification, celle-ci, c'est peut-être notre principal espoir. Et quand je dis nous, je parle nous au sens général, pas juste GS1 et ses adhérents. C'est vraiment un levier hyper efficace pour penser la déplastification de nos emballages. Je donne un autre exemple de ce qu'on essaie de faire et en quoi les standards c'est important. On sait tous qu'on a beaucoup de progrès à faire en termes de recyclabilité des déchets d'emballage, notamment des déchets d'emballage plastique, surtout en France, même ailleurs, mais en France on n'a pas des indicateurs de performance très élevés. Et souvent, pour être capable de mieux recycler, il faut être capable de mieux trier en amont, de former des gisements qui soient le plus purs possible, de matériaux, de couleurs, d'usage, de taux de matière recyclée, etc. Et les technologies actuelles, qui sont déjà bluffantes, quand même atteignent leurs limites et on a besoin d'aller beaucoup plus loin. Et donc, ce qu'on va essayer de faire ces prochaines années, c'est de populariser, de généraliser l'emploi de codes barres invisibles. Et c'est important qu'ils soient invisibles parce que comme les environnements de tri industriel sont des environnements très dégradés, eh ben, on a besoin de mettre des codes barres partout sur le packaging pour pouvoir bien identifier les matières et accéder à toutes les données qui sont utiles pour le tri. Et donc, on a désormais la certitude que ça fonctionne très bien. Donc, ce sont des codes barres qui sont invisibles parce qu'on utilise des encres UV, c'est-à-dire des encres qui ne sont révélées que lorsqu'on expose le produit à un rayonnement ultraviolet. Ça fonctionne très bien. On a fait faire des tests pré-industriels par plusieurs parties prenantes en France. Et donc maintenant, on va pouvoir rentrer dans des logiques de trouver les meilleurs use cases, mener les pilotes et tendre vers une industrialisation de cette technique, finalement une vieille technique, et qui finalement a été en quelque sorte rajeunie par cette hybridation avec ces nouvelles encres UV. Et donc le cœur du sujet, c'est la question du réemploi des emballages conso. Nous, on pense que ce qui se passe aujourd'hui, c'est extraordinaire, évidemment. On est très content de tous ces projets, de leurs ambitions, etc. Mais qui a besoin au-delà des différents projets qui sont souvent des projets sectoriels ou par typologie d'emballage ou de matériaux, essayer de penser le modèle de réemploi de façon générale, porté à l'échelle dans une multitude de secteurs et que là aussi on ait une cohérence d'ensemble qui soit proposée, notamment qui soit proposée à tous les acteurs professionnels qui vont être au milieu de toutes ces boucles. Je pense notamment aux laveurs, aux logisticiens, aux transporteurs, etc. Mais je pense surtout aux consommateurs qui sera à la fois
probablement toujours consommateur chez Carrefour, chez McDo et chez Sephora. Et ça veut dire que ce qu'on va lui demander en termes de gestes de retour, ce qu'on va lui expliquer sur les vertus du réemploi, etc., ça a besoin d'être consistant d'un secteur à l'autre. Donc, on pense au fondement de beaucoup de choses, il y a cette histoire de la traçabilité, la façon dont on suit les flux, dont on suit les stocks et dont on suit les états des emballages réemployables. C'est important que émerge un modèle unifié de traçabilité. Donc la traçabilité, donc ça a à voir avec la performance environnementale et économique du réemploi, parce que c'est la visibilité sur les flux qui permet d'agir et d'améliorer la circulation des emballages, hein. L'idée étant de minimiser le plus possible la taille des parcs d'emballages qui sont nécessaires à la finalité visée. Si on gère mal, on aura besoin de parcs qui seront x10, x20, x100 de ce qu'on serait capable de faire si on était avec des processus rationalisés et optimisés. Donc pour la performance économique et environnementale du réemploi, c'est très important la traçabilité. C'est aussi très important pour adresser les risques. Je pense notamment évidemment aux risques sanitaires, mais aussi à certains risques industriels, mais aussi à certains risques cyber. Euh, et puis, encore une fois, même si c'est pas très intuitif au départ, les dispositifs qu'on va mettre sur les packaging, les QR codes ou que sais-je demain, c'est comme ça qu'on va informer le consommateur. Et on a intérêt à ce que le geste du consommateur soit relativement similaire d'un environnement à un autre, si on veut pas le perdre, si on veut son adhésion, et si vraiment on veut qu'il joue le jeu à fond. J'imagine que vous connaissez bien le contexte en France sur tout ça, mais disons qu'il y a quand même deux éléments. D'abord, au plan réglementaire, on est vraiment dans une situation très iconoclaste, parce qu'en France, d'une certaine façon, on est un peu les derniers de la classe, parce que le réemploi a disparu de notre vie quotidienne, alors qu'il s'est maintenu quand même un peu partout dans des niches, notamment autour des boissons, de la bière, etc., dans plein de pays. Donc nous, on part de zéro, on part d'une feuille blanche, et en même temps, on a des objectifs qui sont bien supérieurs à tous ceux des autres, parce que nous, on a besoin d'atteindre 10% très vite, tout type d'emballage confondu, donc tout type de produits différents confondus, donc tout type de réseau de distribution confondu. Donc c'est vraiment une situation très particulière et particulièrement challenging. Et de l'autre côté, s'exprime du côté du consommateur une attente forte qui date de plus en plus d'ailleurs prend la forme d'une forme comment dire, de jugement critique sur le fait que du côté des emballages, on a toujours l'impression d'en consommer davantage, d'en jeter davantage, et on voit pas les choses changer suffisamment vite. Et donc, il y a une frustration qui s'exprime du côté des enquêtes d'opinion. Donc, évidemment, vous êtes au fait que le 12 juin dernier a été lancé dans l'ouest de la France le projet Reuse sous sa phase opérationnelle. Donc ça commence dans l'ouest, ça va se poursuivre dans le nord. C'est un projet d'une ampleur inédite en France. On parle de 16 millions de consommateurs concernés, de 1000 points de vente, de 30 millions d'emballages standards qui vont être mis en circulation. Mais 2 jours auparavant a commencé quelque chose qui a fait peut-être moins de bruit, mais qui est peut-être tout aussi important. On a débuté chez GS1 France, hein, la phase de standardisation pour co-construire avec des représentants de tous ces secteurs d'activité qui sont concernés, de construire ce modèle de traçabilité qu'on voudrait avoir finalisé en quelque sorte avant les phases de décision portant sur l'industrialisation des modèles de réemploi. Donc à horizon 2027, on veut avoir ce modèle de traçabilité qui aura été collaborativement élaboré de façon consensuelle et qui mettra tout le monde d'accord. Alors, un peu, quelles sont les grandes orientations de ce travail-là? D'abord, ce qu'on veut, c'est un modèle de traçabilité unifié. Unifié, ça veut dire pas complètement uniforme, pas complètement homogène. On sait qu'il va y avoir quand même une forme de disparité, notamment selon les matériaux d'emballage. On n'a pas tout à fait les mêmes capacités avec le plastique, avec le verre, etc. Donc, il y aura des différences, mais on veut que ces différences soient mises dans un cadre qui reste cohérent. Ensuite, je viens de le dire, donc on vise la phase d'industrialisation. On a ouvert un espace de collaboration intersectorielle, donc on milite beaucoup pour que les gens sortent un tout petit peu de leur couloir et pensent la chose à l'échelle intersectorielle. Et enfin, on a pris le parti de vouloir produire un modèle qui permet la traçabilité cycle de vie. La traçabilité cycle de vie, ça veut dire simplement qu'on est capable de singulariser chacun des emballages. Donc avoir des numéros de série sur chacun des emballages. Alors pourquoi est-ce qu'on a pris cette décision collective? D'abord parce que quand on regarde les dynamiques à l'œuvre dans les différents secteurs, ça semble être l'horizon la plus crédible de convergence.
Ensuite, il y a plein de bénéfices associés, et j'en parle dans la slide prochaine. Mais ensuite aussi, on sait qu'on a tout un tas de discours qui pointent du doigt des obstacles, et notamment des obstacles économiques, des obstacles sur la productivité des chaînes de production, etc. Et donc, prendre cette orientation, c'est aussi une façon d'essayer d'objectiver la réalité de ces obstacles et si oui ou non, on a la capacité de les dépasser. Alors, je parlais des bénéfices de la sérialisation, donc encore une fois, d'avoir des numéros de série et une identité totalement unique de chacun des emballages. Alors pourquoi est-ce que ça, c'est important de laisser cette capacité ouverte pour le futur? D'abord parce que on bénéficierait de- d'indicateurs de performance très efficaces pour objectiver la performance de chacun des maillons des boucles de réemploi. Et la performance d'ensemble des boucles de réemploi est directement dépendante des performances de chacun des maillons. Et donc, en fait, c'est une façon d'être capable d'identifier là où il y a un turnover des emballages insuffisant, donc une vitesse de rotation insuffisante, là où il y a des stocks dormants, bref, là où il y a des acteurs qui sont un peu moins performants et qui pénalisent l'ensemble des chaînes. C'est aussi intéressant parce qu'avec des numéros de série, on peut un peu dépasser des logiques de consignes en cascade dans le B2B qui, du coup amène beaucoup de lourdeur administrative à la gestion du réemploi. On peut passer à une logique de transfert de responsabilité. Donc transfert de responsabilité, ça veut dire qu'on acte de qui est responsable de quel emballage. Et c'est une manière de finalement de pénaliser seulement les acteurs quand il y a un problème, quand il y a des emballages qui ont été perdus, cassés, etc. Et donc on allège quand même beaucoup les coûts de la technostructure du réemploi. C'est important la sérialisation si on veut compter précisément les cycles, le nombre de cycles de chacun des emballages. Et ça, c'est important notamment si on veut des emballages plastiques réemployables. Les emballages plastiques réemployables peuvent trouver leur place au milieu d'autres matériaux, le verre, l'inox, etc. Mais on sait que sur le plastique, on va avoir des limites du nombre d'usages, etc. si on veut éviter des logiques de migration, de contamination, etc. Donc c'est important de suivre le nombre de cycles. Euh, Pardon, je vois pas tout à fait le bout de mon slide, mais euh, si on veut de la caution et pas de la consigne, et c'est intéressant la caution, notamment dans la restauration à emporter, en fait, il faut être capable de calculer des temps d'immobilisation des emballages. Et donc là aussi, il faut singulariser l'identité des emballages. Je vous fais pas toute la liste, mais j'insiste sur le principal argument. De mon point de vue, le principal argument consiste à dire que si on veut que le réemploi s'inscrive dans notre vie quotidienne, si on veut vraiment instruire cette perspective de changement social, alors il faut diminuer la contrainte pour le consommateur. Et la contrainte pour le consommateur, c'est beaucoup en lien avec la question du geste du retour. Et si on veut diminuer la contrainte du retour, il faut pouvoir mettre des lieux de dépose le plus proche possible des gens. Et donc, il faut mailler le territoire très densément. Et mailler le territoire très densément, ça ne pourra pas être fait sur la base d'automates bourrés de technologie qui ont un certain coût, qui doivent être maintenus, etc. Bref, il faut pouvoir, au-delà des machines qu'on voit fleurir dans les supermarchés, avoir des espaces beaucoup plus rustiques, beaucoup plus low-tech, un peu partout, dans les espaces publics, pourquoi pas, ou dans les espaces d'habitat collectif. Et pour ça, ça veut dire que la gestion de la déconsignation ne sera plus portée par la machine, parce qu'il n'y aura plus de machine, mais par le smartphone du consommateur. Et là aussi, on a besoin de numéro unique pour sécuriser ce processus où le consommateur sera beaucoup plus autonome pour rendre les emballages. Et donc, on a besoin d'une numéro unique pour empêcher qu'évidemment qu'un même emballage puisse être déconsigné plusieurs fois lors d'un même cycle. Voilà, je ne fais pas toute la liste, mais en fait, quand on regarde un peu tous ces aspects des choses, on se dit que oui, mettre des numéros uniques sur chacun des emballages, dans un certain nombre de cas, ça va être vecteur d'investissement, de coûts supplémentaires, etc., à l'amorce, mais qu'au final, on aura des modèles opérationnels de réemploi qui seront beaucoup plus puissants et beaucoup plus à même de maximiser l'adhésion du plus grand nombre. Donc voilà, c'est le début d'un processus de standardisation. Un processus de standardisation, c'est jamais très facile à borner dans le temps parce qu'il faut créer les conditions du consensus et on ne sait jamais a priori combien de temps ça va prendre. Mais en tout cas, ce qu'on veut essayer de faire, c'est de ne pas rentrer dans un tunnel où vous entendez plus parler de nous pendant 2 ans,
mais on veut séquencer quand même un maximum les choses de façon à ce qu'il y ait des livrables qui puissent être mis dans le domaine public le plus vite possible. Voilà, donc on a séquencé ce travail technique avec d'abord la question de la couche physique, comment est-ce qu'on identifie, quel type de code, quelles règles autour de ces codes, quelle technologie pour supporter ces codes, ensuite la question de la donnée, et ensuite la question des protocoles. Et les protocoles, ça va être lié à la question de la gouvernance. Est-ce qu'on veut une multitude d'opérateurs pour gérer leur emploi demain? Alors on a intérêt à tendre vers une logique de data space. Le data space, c'est le cheval de bataille de la Commission européenne en matière de stratégie dans le numérique. C'est comment est-ce qu'on peut avoir les bénéfices des plateformes, l'efficacité en termes de collaboration des acteurs, sans avoir les problèmes que posent les plateformes, et notamment les positions dominantes, les positions hégémoniques, etc. Donc, on veut un espace horizontal de partage de l'information multipolaire. Et donc, c'est à ça que servent les data space. Et donc là, on commence à avoir des standards technologiques qui émergent et qui sont intéressants. Bon, voilà, j'essaie de tenir à peu près les Bravo temps. Du Stéphane. coup, j'ai parlé très vite. Je m'en Pile à excuse. l'heure. T'as parlé très vite, mais t'as dit énormément de choses. C'était super riche. Vraiment, merci beaucoup pour en plus ce choix des trois exemples qui montrent bien en fait l'ampleur des sujets sur lesquels vous êtes et l'ampleur des axes de travail hein, qu'il y a pour autant sur la logistique amont, la logistique et le traitement des déchets en aval et puis toute la circulation de ces emballages. Donc, vous êtes vraiment mobilisés partout. Ce qui est hyper intéressant, je trouve, c'est que le code barre a été un peu le symbole hein, de notre économie linéaire. Quelque part, il s'arrêtait au moment où on scanne l'objet, enfin notre produit à la caisse, et puis après, bah, la transaction, l'information s'arrête. Mhm. Là, ce qu'on voit, c'est que c'est avant, c'est après, c'est pendant, c'est partout, quoi. Et donc, vous êtes en train de créer ce standard qui va être, qui va donner de l'information en permanence parce que ces emballages ont vocation à avoir une, deux, 50 vies, potentiellement. Mhm. Et quand ils arrivent en fin de vie, je découvre hein, ces emballages, ces codes barres invisibles qui sont sur les emballages, on a l'impression de rentrer dans une autre dimension en fait de l'objet. Et on n'en a pas encore parlé, mais il y a une question dans le chat qui l'évoque, donc je m'en fais un peu le relais, c'est qu'il y a autre chose qui arrive, c'est le Digital Passport Product qui va aussi quelque part augmenter les produits de tout un tas d'informations. Et donc, Mhm. votre job, c'est d'organiser un peu tout ça, ou en tout cas d'être force de proposition sur des standards qui vont pouvoir être saisis par tous. Cette longue paraphrase de tout ce que tu viens de nous dire pour te poser une question un peu triviale, mais moi ça me paraît dingue justement ce processus qui permet d'imposer un standard. Et je me demandais en fait, là vous commencez par l'Europe avec la Smart Box par exemple, ce projet européen, mais est-ce que vous avez des concurrents dans le monde? Est-ce que vous êtes sûr que tout ça va pouvoir se diffuser vite? Enfin, comment on Enfin voilà, mes questions, c'est plutôt quelles sont vos menaces pour à court terme, hein, parce que Oui, alors on va d'abord, imposer tout ça, quoi. ouais, ouais. Alors voilà, t'emploies le mot imposé. C'est un mot qui nous va pas du tout. On Oui, cherche pas du tout à je imposer l'ai quoi que ce soit. entendu. On cherche à faire en sorte que les gens se mettent d'accord sur des solutions en commun. Donc à partir du moment où ils se sont mis d'accord pour designer la solution, évidemment, en général, ils sont assez contents et ils essayent de l'implémenter. Et des fois, ça marche pas parce que en fait, souvent implémenter, ça nécessite que un grand nombre d'acteurs investissent en même temps sur une technologie. Donc il y a, je pense, un taux d'échec assez important dans ce genre de démarche et il faut faire avec. Donc ça, la première chose, c'est que nous, on n'est pas là pour imposer. Alors, c'est vrai qu'une fois que le standard est établi, on peut avoir des donneurs d'ordre qui disent, bah, puisque le standard il est établi et puisque moi j'en ai besoin et puisqu'on en a tous besoin, bah, je vais peser de tout mon poids pour faire en sorte que mon écosystème l'adopte. Mais c'est déjà plus notre rôle à nous que de rentrer dans ces logiques d'imposition, de rapport de force, etc. Donc nous, on est inclusif. L'idée, c'est de travailler avec toutes les parties prenantes et si c'est possible, c'est pas toujours facile, mais de travailler avec des entreprises de taille moyenne aussi pour bien prendre en compte leur environnement réel de travail. Alors après, ta question, c'était sur la Smartbox. Effectivement, moi, je me rappelle d'une fois où j'ai participé à un colloque scientifique et je me suis retrouvé à côté d'un scientifique allemand un peu bourru
qui m'a dit, moi, j'aime pas les standards. Parce que dès lors qu'il y a un standard, il y a plusieurs standards, et ensuite on rentre dans des guerres de standards, et ça ressemble aux guerres de religion. Et je crois qu'il d'une façon, il avait pas tort, c'est-à-dire que le standard, il est vraiment utile quand il est réellement consensuel, quand on commence à avoir des blocs de croyances qui s'affrontent et qui cherchent à pousser des solutions disparates, bah, le risque, c'est que finalement tout le monde soit perdant. Et donc typiquement sur la Smartbox, on voudrait éviter de se retrouver avec des initiatives concurrentes et on va plutôt essayer d'être à ce point inclusif que tous ceux qui pensent pas comme nous, tous ceux qui pensent que Mm. les solutions qu'on amène sont pas optimum et qu'il en faudrait d'autres, bah, que nous, on reste de toute façon dans une posture qui consiste à dire la Smartbox aujourd'hui, c'est une sorte de version bêta de ce que pourrait être un standard de marché demain. Et évidemment, l'idée, c'est de la confronter le plus possible au réel, de le confronter à le plus d'opinions possible pour que réellement ce qui sort de la démarche, ce soit quelque chose qui soit le plus consensuel possible. Et c'est bien le reflet de ce que tu nous as montré aussi dans vos méthodes en fait de travail. On peut avoir la première impression qu'un standard c'est un outil, c'est le monde de la technique et de la rigidité quelque part de la technique. Et en fait, Mhm. ce qu'on voit dans ton discours, c'est que vos standards, ils sont vraiment des outils de coopération quelque part. Aujourd'hui, la manière dont vous concevez les outils, c'est ça permet de créer des instances de coopération, qu'elles soient sectorielles Ouais, ou transsectorielles. ouais, ouais. En fait, la Est-ce collaboration, que elle ça, est. tu dirais que c'est nouveau dans la manière de faire? Est-ce que c'est le sujet qui l'impose ou ça a toujours été un peu le cas? D'abord, la collaboration, c'est à la fois le moyen, c'est-à-dire qu'en fait, pour faire un standard, il faut collaborer ensemble, même quand on est concurrent, etc. On a besoin de choisir des solutions communes. Donc, la collaboration, c'est le moyen et c'est la finalité. Parce que nous, nos standards, ils servent à ça. Ils servent à se connecter. Et donc, la connectivité, bah, c'est un moyen incontournable pour collaborer. Euh, Après, est-ce que c'est nouveau? Non, je pense que ça, c'est pas nouveau. Mais ce qui est nouveau, c'est que bah, pendant très longtemps, le prisme, ça a été l'efficacité économique, rationaliser des processus, diminuer des coûts, parce qu'en fait, de ne pas avoir de standard, ça veut dire avoir une multitude de solutions, et ça veut dire une multitude de. Enfin, on multiplie les coûts, quoi. Donc voilà, le prisme principal pendant des décennies dans l'activité de GS1, c'était créer de la valeur économique. Bon, ben maintenant, il y a pas mal de travaux chez GS1 qui cherchent clairement et avant tout à créer de la performance environnementale. Et c'est ça qui est nouveau. Super. Très clair, merci beaucoup. Je m'adresse à Anne-France et à Marina si vous voulez être le relais des questions du chat. Euh, Euh, je... Stéphane, Vas-y, oui, il y a une Anne-France. question, je pense, qui intéresse tout le monde, c'est quel est le modèle économique? Encore une fois, une question triviale, mais on a besoin de comprendre comment vous intervenez et financez tous ces travaux. Si tu peux nous en parler un petit peu. Oui, oui, j'ai pas voulu parler trop de la gouvernance de GS1, mais effectivement, donc GS1, d'abord, c'est une organisation mondiale, mais qui a des bureaux, ou plutôt des instances qui sont indépendantes dans chacun des pays. Et donc, il y a un niveau national et un niveau international. Le niveau international, il est vraiment responsable d'établir les consensus technologiques. Donc vraiment, les travaux très structurels chez nous ne se font quasiment plus qu'à une échelle mondiale. Et nous, au niveau local, moi je représente GS1 France, on est d'abord là pour amener les secteurs d'activité à adopter les standards et éventuellement à faire des choix entre différents standards GS1 et à aussi motiver des transformations de standards qui peuvent être des transformations internationales. Donc nous, on a vraiment une logique de créer des momentum sur les marchés pour créer l'adhésion et créer le mouvement. Et donc le modèle économique de GS1, c'est un modèle qui est basé sur l'adhésion. Donc nous, on est à but non lucratif en France et partout dans le monde, hein. Il n'y a pas un GS1 qui est là pour faire du profit. Et en France, on a, je sais plus le chiffre exact, entre 50 et 60 000 entreprises qui sont adhérentes. Et la plupart le sont pour les besoins de pouvoir utiliser le système de codification, notamment le fait de pouvoir donner à ces produits des identités qui soient universelles. Donc pour avoir la capacité de créer des codes produits, les GTIN dont je parlais au tout début, il faut devenir adhérent à GS1 France. Mais les standards qui sont produits par GS1 sont par ailleurs des standards qui sont libres de droit, dont les spécifications sont publiques
Et donc, quiconque veut s'en emparer sans y mettre des codes GS1 peut le faire. Super intéressant. Une autre question sur, on se rend compte de l'inflation de l'information dont on a besoin sur les produits et les emballages, hein, et comment Mhm. tout ça va réussir à coexister entre le code barre standard, le code barre invisible, la puce RFID, enfin voilà, comment vous discutez de ces points-là et est-ce qu'il y a quelque chose qui va arriver vers une unicité un peu plus précise ou pas? Ouais. Bah, alors déjà, le grand projet chez nous en ce moment, c'est de préparer la bascule, hein, de ce fameux code barre qui est resté euh, indemne depuis 50 ans vers un QR code qui le remplacerait, hein. Le QR code, c'est une façon de lier un produit à une multitude de services et de sources d'informations. Mais c'est aussi une façon de mettre plus de données directement sur le produit, et notamment des données qui peuvent apporter beaucoup de valeur environnementale, notamment le fait d'avoir la capacité d'avoir les numéros de l'eau, par exemple, pour les produits frais. C'est vraiment une question une faculté qu'on apporterait au retail de pouvoir gérer ses stocks en fonction de la fraîcheur des produits, et donc adapter les prix en fonction de la fraîcheur du stock, et donc, in fine, réduire assez drastiquement le gaspillage alimentaire qui est lié aux opérations magasins. Donc, il y a ce mouvement qui est un mouvement mondial de remplacement du code barre linéaire vers le QR code. Ça c'est acté et c'est vrai mondialement. Et ensuite, ce dont moi j'ai parlé, c'est-à-dire ces codes barres invisibles et ce processus qui vise à définir les bons moyens de traçabilité pour les emballages réemployables. Bon, bah, ça reste un futur un peu moins précis à ce stade et un peu moins certain. Euh, bon, évidemment, moi j'y crois beaucoup, ce sont mes projets, mais voilà, le code barre invisible, c'est un code barre libre de droit que tout le monde sait implémenter, donc ça va pas coûter grand-chose. Et si ça permet réellement de toucher à ces indicateurs que sont les taux de recyclage effectif des packaging, etc., il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à créer un mouvement d'ensemble sur le sujet. Mais bon, on est à l'amorce de quelque chose. On a un premier événement qui a lieu en septembre du côté d'Aix-en-Provence pour montrer la technologie et débattre avec les metteurs en marché des premiers use cases qu'on voudrait attaquer. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a la bascule et le QR code qui est acté. D'ici 2027, tous les systèmes de caisse à travers le monde seront capables de lire des codes barres, des QR codes GS1. Et ce dont moi je parle, c'est d'avoir un processus ouvert de standardisation, donc qui reste ouvert pour la traçabilité du réemploi, et idem pour les codes barres invisibles pour des enjeux de recyclabilité. Ça reste Et ouvert. ça implique qu'en fait, le QR code, c'est une sorte de portail pour aller chercher de l'information et quelle que soit la base qui va être gérée, le flux qui va être géré, parce que le QR code sur un produit n'est pas forcément le même que, enfin, l'information sur un produit n'est pas forcément le même que sur l'emballage. Donc, c'est une sorte de portail et derrière, chacun va pouvoir aller chercher l'information. Oui, c'est ça. D'ailleurs, chacun, ça peut être B2C et ça peut être B2B. C'est aussi l'avantage de ça, c'est que derrière, il va y avoir effectivement un ensemble de services disponibles, et selon qui pose la question, ce ne seront pas les mêmes services qui seront proposés. Alors, je vois le temps tourne. Tu as un petit message de Olivier Cotillard de Renault qu'on te transmettra a posteriori. Je ne suis pas sûre qu'on va avoir le temps de le faire. Est-ce qu'il reste des questions? Il y a certainement des questions qu'on n'aura pas eu le temps de traiter, mais c'est la dure vie du lunch and learn où on a une durée limitée. Peut-être moi un petit feedback, je trouve très intéressant que vous ne vous préoccupiez pas juste uniquement de la technicité derrière, mais que voilà, vous commencez à vraiment réfléchir, c'est comment on embarque tout le monde, et y Mm. compris le consommateur, parce que on a de tels enjeux sur le réemploi qu'il faut en effet se poser ces questions-là, et vos solutions semblent simples par rapport à ça. J'ai vu une question quand même un petit peu sur les retours sur les autres pays où la consigne pour réemploi des emballages, enfin en tout cas les emballages retournables fonctionnent mieux. Est-ce qu'il y a des choses à les prendre dans ces pays où ça fonctionne déjà? Ah oui, alors il y a beaucoup de sources d'inspiration sur les modèles opérationnels qui tournent à large échelle dans d'autres pays, hein. Après, il n'y a pas non plus de copier-coller possible, parce que le contexte français, c'est ce que je disais, est trop particulier pour imaginer ouais, s'inspirer et recopier, quoi. On peut s'inspirer, mais recopier, je crois pas beaucoup. Nous, ce qu'il va falloir qu'on soit capable de gérer, c'est des flacons de shampoing, c'est des barquettes de restauration. Enfin bref, il y a une telle disparité de ce qui est susceptible d'arriver en mode réemploi dans pas très longtemps qu'il faut penser cette disparité
Et ça nous conduira probablement à avoir en France des solutions un peu différentes de ce qu'on voit par ailleurs. D'autant plus que, de ma connaissance, je peux me tromper, ces systèmes de traçabilité à l'étranger sont pas gérés à l'unité, sont Mm. gérés globalement à la bouteille de shampoing, qu'elle soit chez Monsieur Non. Michu ou Madame Truc, quoi. Et là, c'est là Oui, où vous alors, apportez un oui. apport fort. Absolument. Bah, c'est vrai qu'il y a les modèles nationaux, effectivement, qui ont été de toute façon conçus il y a des décennies, donc on n'avait pas non plus tout à fait les mêmes moyens qu'aujourd'hui. Mais partout dans le monde, hein, et notamment en Europe, on a un foisonnement de startups qui proposent quand même des modèles basés sur la sérialisation. Donc il y a quand même de la sérialisation un peu partout, mais les modèles nationaux autour des emballages en verre pour les boissons, etc., oui, ils sont en général plus rustiques. J'ai une dernière Ouais. question. Même si je sais que c'est Time's Up, mais j'en profite. GS1 Monde, vous avez la capacité d'être un peu un thermomètre de ce qui se passe aussi, enfin d'avoir des yeux un peu partout. Du coup, je me demandais s'il y a une perception particulière de ce qui se passe en Europe sur ce sujet-là du réemploi. Est-ce que vos homologues à l'international s'intéressent et regardent un petit peu ça en laboratoire, ou est-ce que tu as l'impression que on est sur des sujets qui sont sur deux mondes et deux planètes différentes? Ouais, 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 ça reste quand même très, très branché sur l'Europe Hmm. et voilà. Et donc, bon, sur le besoin du DPP, par exemple, on est obligé d'aller toucher à des standards qui sont mondiaux. Donc, on se coalise en Europe pour argumenter, pour mener à bien ces transformations. Mais voilà, c'est l'Europe qui mène le bal, c'est l'Europe qui met en place les réglementations qui sont les plus structurantes, etc. Il se passe d'autres choses ailleurs dans le monde, dans certains pays d'Amérique du Sud, aussi en Asie, en Chine, etc. Mais ouais, c'est quand même l'Europe qui mène le bal, spécifiquement sur ces sujets d'emballage. Ok. Merci beaucoup, Stéphane. On va respecter le timing qu'on s'était fixé, même si Merci à tous. vraiment il y a beaucoup, beaucoup de choses à aller creuser. Et merci pour ton expertise, ton partage d'expérience. Et je pense que ça va donner envie à tous nos animateurs de plus parler du code barre et de ses évolutions à venir. Bon, ben, merci en tout cas, c'était un plaisir. Merci Merci Bonne beaucoup. journée. Stéphane. À bientôt. Au Au revoir. revoir.